Bonjour Arnaud Scotté, Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. c'est un plaisir. Ça va être très intéressant. Vous êtes trompettiste Oui. et prof au CERER de Lyon. Exactement. Vous êtes aussi diplômé en médecine des arts. Ouais. Qui est, j'avoue, même après votre conférence que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, c'est toujours un peu abstrait pour moi, donc on va, on va en reparler. Voilà. Par rapport aussi au fait que vous êtes prof, on va revenir là-dessus, sur ce que ça vous apporte, pourquoi vous avez choisi ce métier. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de prof, c'est pas forcément le plus attrayant, et en même temps, il y a des choses, on l'a vu dans les épisodes précédents, qui sont très intéressantes, que les élèves nous apportent aussi. Et puis peut-être qu'on aura le droit à 2-3 anecdotes sur votre métier, votre carrière, les conférences que vous donnez, tout ça. Et puis les amis, restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin de cette interview, j'ai apporté ma trompette et Arnaud va me coacher sur un morceau que j'ai préparé. Donc les conseils qu'il va me donner pourront vous servir aussi. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin. J'espère. Non, c'est sûr. Donc pour commencer, classique du podcast, est-ce que vous pourriez vous présenter en environ 30 secondes? Gabriel va vous mettre un petit chrono pour vous aider. Ok. Voilà, objectif, dire un maximum de choses sur vous, et puis après on reviendra point par point sur ce que D'accord. vous avez pu nous dire. Ça marche. Je m'appelle Arnaud Scotté, je suis professeur de trompette au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon depuis 13 ans. Donne des conférences en fait sur l'aspect physiologique lié au jeu des instruments en cuivre dans les conservatoires. J'ai aussi une activité de rééducateur de musiciens que j'ai en parallèle de mon métier principal avec une équipe de kinés. Voilà, moi je crois que ça fait juste 30 secondes. Bien joué, bien joué. C'est un peu le just, mais bon, voilà. On va développer après. Mais avant de développer tout ça, je vous propose un petit jeu, Ouais. peut-être un peu plus simple. Ah. Parce que celui-là, celui-ci. il est pas si évident que ça en fait. Et en fait, ça va permettre d'avoir des petits éléments sur vous. Ouais. On va faire le jeu du tu préfères. D'accord, Donc en gros, je vais vous dire deux choses et vous allez me dire ce que vous préférez entre les deux. d'accord. C'est un peu du tac au tac. Ok. Le but, c'est de pas justifier, enfin au minimum après, voilà. Mais donc, si je vous dis chien ou chat, bah D'accord. faut dire un des deux. Donc, voilà, donc normalement ça va pas être ça, mais D'accord. en gros sur le thème de la musique, à peu près toutes mes questions, sauf la dernière. D'accord. Et comme ça, ça vous fait, voilà, on va avoir des petits éléments sur D'accord. votre carrière aussi peut-être. Voilà, on va voir ça. Ok, C'est parti. c'est parti. Alors, vous préférez trompette ou bugle? Trompette. Jouer soliste ou dans un ensemble? Ensemble. Mouvement lent ou rapide? Lent. Haydn ou Hummel? Haydn. Ok. Opéra ou chanson française? Opéra. Échauffement court ou long? Ah, long. Je savais. Jouer le matin ou le soir? Le matin. Les petits ou les grands élèves? Les grands. Enseignement de la musique en France ou aux États-Unis? Pop. Allez, je vais dire en France pour être chauvin. Et à propos de chauvin, pain au chocolat ou chocolatine? Ah, pas au chocolat. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, ça commence mal. On va peut-être s'arrêter là. Hein. D'accord. Ah oui, à Lyon, on dit pain au chocolat. Ouais, je pense bien, ouais. Ouais, Ah ok, ouais. c'est pas assez le sud encore. Non, pas encore. Pour, Il faut ok. avoir dépassé Valence peut-être pour ça. Ah, c'est peut-être ça, Et ceci, je pense que c'est plus dans le... Pays Basque. Ouais, Ah. peut-être sud-ouest plutôt que... Ouais. Oui, c'est vrai, plus que sud-est. sud-sud, quoi. Ouais, voilà. Ok, bon, ça va. Pour commencer sur la médecine des arts. Ouais. J'ai un peu classé mes idées parce que sinon ça part dans tous les sens. La médecine des arts, vous faites de la rééducation, vous Ouais. avez dit, de musiciens qui ont justement des soucis, etc. Exact. Ça consiste en quoi en fait la médecine des arts? Comment on peut étudier la médecine des arts? L'origine, en fait, je pense que tout au départ, quand on s'intéresse en fait à ce domaine-là, c'est que on a eu soi-même, enfin moi ça a été mon cas en tout cas, quand on rencontre des problèmes, bah, forcément on finit par essayer de trouver des solutions. Sachant qu'à l'époque, quand c'est arrivé, il y a peut-être 25-30 ans où j'ai eu vraiment les premières douleurs, etc. Bah, on n'en parlait pas forcément plus que ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus développé parce que c'est vraiment un domaine sur lequel on s'intéresse tous. Mais à l'époque, c'était pas forcément très développé. Et donc, en faisant quelques recherches, j'étais tombé justement
sur un tromboniste qui a eu des problèmes en fait de lèvres. Ok. Et c'est ce qui m'était arrivé en fait dans les années, je pense 98 pour être précis, je crois, la première fois, donc il y a 27 ans déjà. Et donc j'étais tombé sur ce fascicule en fait médecine des arts, D'accord. dans lequel il expliquait que c'était un tromboniste d'un orchestre symphonique et qu'il était parti en fait en tournée et que pendant la tournée, ben, justement, il ne pouvait pas s'échauffer ni jouer autant qu'il le voulait. Il avait le concerto de Tomasi à jouer au trombone. Qui est un concerto assez Un, costaud un concerto quand même assez costaud. Et quand vous êtes en tournée, que vous n'avez pas forcément ben voilà, le temps de pouvoir chauffer, de pouvoir et de faire sa routine en fait, d'une voilà, de certaine faire sa manière. routine, Ouais. de pouvoir jouer en fait le nombre d'heures qui est important pour pouvoir rester en forme. Et donc il racontait que avait démarré un petit peu là, qu'il avait forcé, etc. Et que après il avait développé une dystonie de fonction, etc. Donc, alors je me souviens, c'était le numéro 8. Donc alors là, il doit être le numéro, je ne sais plus, dans les 90, 100 même maintenant. Ok. Sachant que je pense qu'il y a, c'est un périodique trimestriel, donc ouais, peut-être 3 ou 4 par an, pas plus. Donc il n'y a pas beaucoup de numéros en fait par an. Par rapport à. Par rapport, voilà, comme c'était le numéro 8, c'était Ah vraiment oui. le début de médecine des arts. Ok, C'est pour j'ai ça compris. que, voilà. Oui, 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 ok. Et donc, bah après, c'était un petit peu de fil en aiguille, c'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai eu mes premiers problèmes, j'ai pas forcément trouvé les solutions auprès de mes professeurs. Ben, eux, forcément, n'avaient jamais eu ça. Oui, Puis au c'est pas plus forcément connu par tout le bah monde. oui, puis en Ouais. plus, au plus vous montez dans les, j'allais dire, dans les, enfin, dans Oui, les dans les années, établissements, oui, dans oui, c'est ça. voilà, les établissements supérieurs, en plus vous avez des gens qui sont quand même très forts sur leur instrument, pour qui, ben voilà, cet aspect-là n'est peut-être jamais rentré en compte dans leur pratique, ou ils n'ont jamais vraiment rencontré de problème, etc. Ou ils ne savent pas forcément, enfin tous, hein, voilà, il y en a qui savent, hein, c'est pas ça, mais enfin ils se sont pas trop intéressés en fait Ouais. au sujet. Et donc, ben forcément, quand vous commencez à vous intéresser à tout ça, et que vous savez que, enfin, à la fin, en fait, il y a eu cette formation en fait sur 2 ans que j'ai vue, et je m'étais dit, voilà, une fois que j'ai terminé mon CA, j'avais fait mon mémoire sur les pathologies liées au jeu des instruments cuivres, je m'étais dit, bah, tiens, faudrait que je me forme vraiment là-dedans. Et donc cette formation, en fait, elle est ouverte à des kinés, des musiciens et aussi des médecins. En fait, ça va être une formation qui est supplémentaire Exactement. à un autre métier pour le compléter, en fait, d'une certaine manière. Oui, alors il y a pas mal de kinés en fait qui font cette formation pour pouvoir avoir, j'allais dire, un plus dans ce qu'ils peuvent proposer. Donc c'est vrai que on se rend compte beaucoup que, par exemple, dans le métier du sport, il y a quand même beaucoup de kinés qui sont spécialisés dans le sport. Et nous, les musiciens, on est un peu le parent pauvre en fait. On se retrouve un peu sans personne qui puisse nous accompagner dans voilà, la préparation à certains concours ou même à certaines œuvres à exécuter, etc. Et donc, dès qu'on a, j'allais dire, un petit truc qui ne marche pas, ben, tout de suite on est livré à nous-mêmes, quoi. C'est nous-mêmes qui devons en fait un peu nous... Oui, puis c'est quand même un peu tabou, encore maintenant. Exactement. Quand on a des difficultés, quand On machin, a, c'est on a un du peu... mal à aller voir les gens, on a Ouais. du mal à trouver déjà les bonnes personnes. Alors maintenant, il y en a de plus en plus, hein, franchement. Ouais. Là, moi, je travaille avec un kiné sur Lyon qui a développé vraiment enfin, qui s'est vraiment spécialisé chez les musiciens, qui est aussi à l'Orchestre national de Lyon, aussi à l'Opéra de Ok. Lyon, etc. Donc, et qui fait des formations, qui forme aussi des kinésithérapeutes spécialisés dans les musiciens. Donc franchement, ça, il y en a de plus en plus. Mais comme tu le dis, en fait, c'est vrai que quand on est musicien, qu'il nous arrive quelque chose, en fait, c'est un peu, entre guillemets, la honte d'aller voir quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ceux qui viennent me voir, déjà, ils veulent pas qu'on le dise, ce qui est tout à fait normal, hein, ouais. mais ils veulent pas le dire autour d'eux, etc. Et ils attendent souvent, en fait, que vraiment ça ne fonctionne plus pour commencer en fait à prendre les choses en main. Ouais. Parce qu'il ne faut Ce pas le qui dire au empire un pupitre. peu le truc, Ça quoi. empire, voilà. Ouais, clairement. Plus, c'est comme n'importe quelle pathologie, au plus Ouais. vous la traitez en fait tôt, au plus vous avez de chances de rémission. Ça, Quitte c'est à clair. même faire de la prévention, finalement. Bah, en fait, c'est ce qui se Avec passe les maintenant échauffements, avec voilà, déjà les échauffements, mais aussi les conférences. En fait, après, j'ai décidé de faire des conférences parce que justement, dans les conservatoires, ça permet avant tout d'expliquer un petit peu quels sont les mécanismes un petit peu
j'allais dire, de fonctionnement du corps en fonction des mécanismes de jeu de ces instruments, et puis comment réussir à adapter en fait les mécanismes de jeu par rapport aux mécanismes justement de fonctionnement du corps humain, et non pas l'inverse, qu'on a souvent la tendance à faire l'inverse. Et donc ça permet de faire de la prévention, d'expliquer comment ça fonctionne. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai eu les premiers problèmes, etc., que ça marchait plutôt, je perdais l'endurance, la tessiture, enfin c'est deux choses quand même qui arrivent très souvent chez les instrumentistes cuivre. Quand vous savez pas trop comment ça... Enfin moi je sais que quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, effectivement ça m'a permis en fait de pouvoir retrouver mon jeu, le développer, etc., quoi. Ouais. Les amis, je vous arrête 30 secondes. Je tiens à vous parler de notre partenaire. Merci beaucoup à Cadence de nous soutenir sur cet épisode. Situé en plein cœur de Dijon, le magasin de musique Cadence vous propose vente, réparation et achat de tout type d'instruments à vent, neufs ou d'occasion. De la trompette au tuba, en passant par le saxophone, la flûte ou encore la clarinette, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. C'est ici que j'ai pu récemment essayer de nombreux modèles de trompettes dans un studio dédié et choisir la perle rare. Les propositions sont nombreuses et les conseils précis et de qualité. Alors n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur leur site internet ou en magasin pour découvrir toutes leurs offres. Le lien est dans la description. Sur ce, merci encore à Cadence et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et là, vous parlez de kiné à plusieurs reprises, que vous travaillez avec un kiné, tout ça. Donc en fait, on peut vraiment comparer la pratique de la trompette et en fait tous les cuivres à du sport finalement. Oui, parce que pour moi, en fait, déjà la trompette, c'est un instrument quand même qui peut être pour certains, entre guillemets, un peu violent. Hein. C'est sûr qu'il y a une sollicitation en fait de tout le corps humain, mais aussi des tissus musculaires. Du diaphragme. Alors voilà, mais pas que, en fait, surtout forcément au niveau de l'orbiculaire, mais aussi de tous ces muscles en fait qui vont travailler en fait dans le visage. Il y a une sollicitation qui est quand même énorme. Il y a un appui aussi de l'embouchure qui est quand même important, même si maintenant les techniques forcément d'enseignement et du jeu de la trompette, on appuie de moins en moins, mais il y a quand même un appui qui est quand même important. Donc au plus vous allez aller dans l'aigu, au plus vous allez jouer longtemps, au plus vous allez vous abîmer un peu entre guillemets les tissus, où vous allez quand même pousser votre corps à ses limites, voire même au-dessus, comme n'importe quel sportif, quoi. Sauf que le sportif, encore une fois, vraiment le sportif de haut niveau, il a tout un staff en fait qui le suit, qui le fait récupérer. C'est-à-dire qu'un sportif, quand il a fait un match de tennis, derrière, directement, il y a des étirements, il y a des massages, etc. Chose que nous, on ne fait pas, quoi. Souvent, on met l'instrument dans la boîte, on va avoir une petite bière, ce qui est très important. On appelle la bière de récupération. Voilà. Mais ça ne suffit pas, en tout cas, à pouvoir préparer son corps en fait, au lendemain. Quoi. Enfin, voilà, et puis à pouvoir entre guillemets, le régénérer. Ce qui est très important derrière, c'est que quand vous avez eu une grosse performance physique, c'est que derrière, en fait, on prenne le temps de faire soit des étirements, soit de pouvoir justement faire l'inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire pouvoir faire du grave, voire même de l'extrême grave, pour pouvoir un peu masser justement le muscle orbiculaire, de pouvoir aussi activer un peu la circulation sanguine. En fait, au plus vous allez faire des choses graves, forcément vous allez demander à la lèvre de battre beaucoup plus lentement, et donc vous activez un petit peu votre circulation sanguine, et c'est ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir évacuer tout ce qui va être acide lactique, etc. L'effort en général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et même dans l'extrême, moi je me souviens que j'avais un prof justement qui avait été trompette solo à l'opéra de Lille à l'époque, quand l'opéra existait encore, et qui me disait que lui, le soir, des fois, il se faisait des inhalations en fait, juste avec de l'eau chaude et du gros sel. Okay. Et puis voilà, ça lui permettait en fait de pouvoir détendre en fait le muscle, un peu comme le sauna avec les sportifs. Donc c'est éliminer un peu toutes les toxines en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire, qu'on ne fait pas. Alors je ne dis pas qu'il faut faire du sauna tous les soirs pour pouvoir bien jouer le lendemain, c'est pas ça du tout. Mais en fait, cet aspect un petit peu de récupération, c'est quelque chose chez le musicien dont on ne parle pas. Alors que chez le sportif de haut niveau, on va vraiment mettre l'accent sur la récupération. Ouais. C'est comme chez nous sur la pause. Prendre une pause, c'est pas juste aller boire un café ou même pour certains fumer une cigarette. C'est pendant la pause, en fait, on a besoin de récupérer. La récupération, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et est-ce que du coup, parce qu'on a l'aspect sauna,
avec du gros sel et de l'eau. Ouais. On a l'aspect étirement avec du coup la déchauffe et tout. Ouais, Est-ce mais que carrément même aussi des fois des étirements à Ah faire oui. soi-même, Ah oui, de, ok. de tirer en fait un peu sur le muscle, comme si vous faisiez Ouais. des étirements sur votre mollet ou votre Ok. quadriceps. C'est exactement la même chose, quoi. Ok. Et est-ce qu'on a aussi l'aspect, parce que je vois des fois les sportifs, soit de l'équipe de France, de n'importe quel sport, ils ont des kinés qui leur passent des gens qui leur passent des crèmes, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce que c'est pareil pour les trompettistes? Ça existe ça ou Alors ça, j'ai jamais essayé. Je sais pas. Mais, je me dis mais peut-être. oui, tout à fait, Ouais. il y a des gels pour ça. Alors après ça, je sais pas trop, mais déjà ne serait-ce que des fois, mais je pense que des fois les gens le font naturellement, prendre la lèvre et de se masser un peu dans tous les sens, de tirer un peu sur la lèvre, d'activer. On sent que la lèvre, en fait, elle devient un petit peu plus chaude, etc. On sent que ça active justement la circulation sanguine. Et ça, des fois, c'est largement assez. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire ça pendant. Mais il y avait un trompettiste qui était venu l'année dernière, je pense que c'était l'année dernière, au CNSM de Lyon, qui s'appelle David Bilger, qui est un américain, qui venait et qui disait que lui, derrière une très grosse symphonie Bruckner, bon, ils allaient tous se changer, les cuivres, etc. La salle se vidait, et ensuite, tout le pupitre de cuivre revenait et il faisait justement une espèce de warm down, en fait, tous ensemble. Qu'on voit pas du tout en France. Qu'on voit pas du tout en France. Ouais. Et pour lui, la récupération, c'est un truc qui est hyper important. Et il disait qu'à la fin du concert, limite, il n'arrivait plus du tout à jouer, enfin qu'il était vraiment à sa limite de dire est-ce que ça va sortir. Et que il retrouvait en fait sa sensation, il permettait, et il le faisait collectivement. Ouais. Mais en fait, le grave a un pouvoir énorme, je trouve. Enfin, moi, parfois, je fais des exercices, par exemple, de stamp. Je sais que Nicolas, à l'époque, m'avait donné des exercices de stamp à faire et tout, qui du coup descendent dans le grave. Donc, je faisais pas forcément les remontées. Mais en fait, c'est vrai, je jouais mon concerto. Après, je me disais, ok, là, je peux plus jouer. Je faisais ça, et après, j'avais l'impression de recommencer. Mais souvent, après une chauffe relativement importante avec les élèves, avant de faire une pause, que je fais souvent la pause café, ils se retrouveront là-dedans, mais on chauffe, on est là vers 8h45 et puis on y va jusqu'à 10h, 10h15, ça fait quand même 1h et demie bien sonné. Donc derrière, c'est important de pouvoir faire justement le café, entre guillemets, la pause café permet de s'imposer une petite pause quand même. Mais juste avant cette pause, on fait toujours en fait du grave, de l'extrême grave, etc. On fait toujours en fait un espèce de warm down en fait, je sais pas comment dire, une déchauffe. Okay. Voilà, où on va un peu plus dans le grave, etc. pour essayer de détendre un peu par rapport à ce qu'on a fait, pour pouvoir après réattaquer en fait sur quelque chose qui est entre guillemets un peu plus frais. Ouais. Et l'extrême grave, c'est les notes pédales en fait. Ouais, il y a les notes pédales, il y a les notes aussi double pédale. Moi, je sais qu'on faisait beaucoup ça quand on était au Conservatoire de Paris. C'est un tuba. Nicolas, il pourra t'en parler. On faisait les doubles pédales. Okay. Après, ce qui était important, enfin après dans l'exercice, on ne va pas rentrer là-dedans, mais dans l'exercice, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir travailler la stabilité du masque pour pouvoir justement descendre dans le grave, l'extrême grave, voire même des notes qui ne sont pas du tout en fait au départ, naturelles dans la trompette, mais de pouvoir les créer pour pouvoir justement travailler cette stabilité du masque pour pouvoir remonter dans l'aigu, ce qui est par exemple le but de Stamp, de ne pas faire juste la note pédale toute ouverte pour dire d'avoir fait en fait une note pédale, mais de pouvoir garder quand même une certaine tonicité dans le masque. Et ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que quand vous faites, quand il y a cette déchauffe, etc., c'est juste pour dire d'ouvrir et puis de faire battre la lèvre comme ça. Bon, voilà, dans la trompette, ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus, quoi. Voilà, de garder quand même quelque chose qui se tient, quoi. Qui se tient, qui est tonique, parce que quand vous faites des étirements, c'est pas juste pour dire d'étirer le muscle comme ça sans rien. Il y a quelque chose de dynamique. Ouais, tout à fait. Ok. Et là, tout à l'heure, vous parliez de dystonie de fonction. Ouais. Alors moi, j'ai le diaporama. Donc je sais un peu ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros en quoi ça consiste? Alors c'est toujours très délicat parce que la dystonie de fonction, c'est quand même une pathologie qui s'est malheureusement beaucoup développée, j'allais dire dernièrement, mais depuis quelques années, parce que je pense que dernièrement on en parle un peu plus, encore une fois, qu'il y a quelques années où c'était plus tabou, chez les musiciens, qui se manifestent par des espèces de spasmes musculaires, un peu des tremblements en fait, qui sont… Au niveau des lèvres du coup, au niveau alors, pour nous, ce sera au niveau du masque en général, donc ça peut être les joues effectivement. Ça peut être les joues, ok. Ah bah oui, ça peut être… En tout cas,
ça se focalise, c'est pour ça qu'on parle de dystonie focale aussi, Ok. ça se focalise en fait à un endroit bien précis, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un écrivain, on parlait de la crampe de l'écrivain, lui ça va être au niveau justement de la Ok. pince en fait de son crayon, quand il va pincer le crayon en fait il va plus savoir le tenir. Ok. Nous c'est un petit peu la même chose, donc c'est des tremblements en fait, des troubles musculaires, ce qu'on appelle des troubles musculaires, qui sont totalement indépendants de notre volonté, qui arrivent, Oui. voilà, on n'a pas choisi de faire ça, c'est-à-dire que si vous prenez un verre d'eau que vous buvez, enfin que la personne, le patient entre guillemets boit, il n'y a aucun problème, enfin je veux dire, il n'a aucune fuite. Dès qu'il a l'approche en fait, des fois même ne serait-ce que l'approche de l'embouchure, il n'a même pas encore mis le contact, en Que fait ça ça commence tremble. à trembler. Ah, oui, parce que le cerveau en fait anticipe. C'est un trouble neurologique, Ouais, effectivement, c'est ça. donc associé en fait à un geste qui a été répété, souvent aussi dans la force. C'est pour ça qu'on parle de tout ça, parce que justement, par exemple, quand on est musicien d'orchestre, on est un petit peu plus vulnérable par rapport à ça, parce que voilà, si on a une place de soliste, s'il y a un peu de stress, Faut toujours être au c'est niveau. difficile, etc., et qu'on commence à forcer un peu, ces mécanismes en fait vont commencer à se déstructurer un petit peu, et donc ça s'installe dans le temps, ça n'arrive pas c'est ce que je dis un petit peu dans les conférences, mais on ne se lève pas un matin en se disant tiens j'ai une dystonie, c'est bizarre. Oui. Vraiment ça s'installe dans le temps. Et c'est ça qui est un peu enfin je sais pas comment, pernicieux, parce que ça arrive en fait à un moment difficile à où cerner. voilà, on s'habitue en fait. On s'habitue à tout ça, on essaye de compenser. compenser, un peu. on est toujours dans la compensation, puis alors la compensation amène justement en fait C'est pire presque. ah bah oui, parce que là les mécanismes forcément sont encore plus déstructurés, donc Mais donc là, si moi j'arrive vous voir, j'ai une dystonie de fonction. Bon, je sais pas que c'est une dystonie de fonction, mais donc du coup j'ai des spasmes par exemple dans la lettre du haut. ouais. Vous allez faire quoi? Vous allez me dire, vous allez me dire bon bah c'est chouette. Ah, faire autre un de chose. plus, une de plus. Non, alors, donc là, c'est là où c'est très important de ne pas être seul, parce que je pense que, moi en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ma formation, et c'est ce que j'ai compris aussi dans la rééducation que je peux faire. Une rééducation réussie, pour moi, c'est une rééducation d'abord qui est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne, enfin ça c'est ce que je pense, après chacun fera son idée par rapport à ça, mais il n'y a pas qu'une seule personne qui peut s'occuper du musicien. Comme il n'y a pas qu'une seule personne qui s'occupe du sportif. Effectivement, il y a d'abord l'origine, on cherche un petit peu l'origine, ce qui est toujours compliqué. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont eu un accident qui n'a rien à voir avec leur jeu. Il y a des gens qui ont changé d'instrument, il y a des gens qui ont changé d'embouchure, il y a des gens qui ont changé leur jeu aussi parce qu'ils voulaient jouer plus fort, parce qu'ils voulaient jouer plus timbré. Donc d'abord, il y a une origine en fait à rechercher. Donc du coup, vous commencez par des entretiens un peu. Enfin, Je commence par un entretien où on se met. met comme ça, et puis je leur demande de me raconter depuis quand c'est arrivé, quels sont les troubles, avant même de regarder ce qui se passe. Je leur demande d'abord de parler, d'essayer de... J'ai des petites questions aussi, pareil que toi, tu vois, où j'essaie de remonter à l'origine, j'essaie de voir un peu où est-ce que les mécanismes en fait ont commencé à se déstructurer un petit peu. Ensuite, forcément, je lui demande de prendre l'instrument, je lui demande de me montrer en fait, sur des choses qui sont vraiment très simples. Donc là, par exemple, j'avais un tromboniste là, qui est en rémission donc depuis 2 ans, qui est en train de terminer. Donc, quand je commence la partie sur la dystonie de fonction, je montre en fait que, je pense que tu as dû le voir, je Oui, ça me crois. rappelle quelque chose. Ouais. Et je lui demande juste de tenir une note simple, Oui, une note vraiment part, simple. ouais. Ça part dans tous les sens, ça tremble, etc. Et puis je montre une année après en fait ce qui se passe, et on voit que le jeu commence à se restabiliser, etc. Et puis là, on est à 2 ans, donc ça dure 2 ans. Un an, quoi. C'est quand même Ouais. énorme. Ouais, mais alors en fait, quand ils viennent me voir, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils n'arrivent plus à jouer en fait. Qui sont déjà, ils attendent vraiment longtemps, quoi. Donc tout ça pour te dire, par rapport à la question que tu me posais au départ, je regarde en fait la personne qui joue. Je regarde comment les spasmes, les tremblements en tout cas, surviennent, à cause de quoi. Et puis souvent en fait, je vois que la posture en fait, elle n'est pas forcément hyper adéquate. Donc là directement, il y a d'abord en fait un travail à faire avec un kiné qui va être spécialisé dans la posture, parce que moi je ne suis pas posturologue. Et puis je pense que c'est vraiment important justement dans cette pluridisciplinarité, cette prise en charge pluridisciplinaire, qu'on ait tous un rôle bien important et qu'on ne se marche pas dessus. Même si on est complémentaires et qu'à un moment, en fait, ça s'enchevêtre un petit peu, parce que forcément, on va parler de posture, j'ai parlé de, peut-être de tenir un peu mieux la ceinture scapulaire, etc. Mais moi, je n'ai pas les bons exercices ni le bon œil, en fait, pour ça. Donc, c'est pour ça que
le kiné avec qui je travaille, il a un rôle hyper important. Une fois que on règle ces choses-là, bah forcément en fait, j'allais dire le rapport à l'instrument est un peu plus assaini. Et puis ben là, on commence à s'attaquer en fait à tout ce qui va être le masque, etc., la tenue, la respiration, enfin toutes ces choses-là. Et puis donc pour reparler de ce tromboniste, lui il a travaillé donc avec moi, avec le kiné, et en plus il avait une orthophoniste en fait qui lui faisait travailler justement le placement de la langue, etc. Tu vois, autant pour la mobilité de la langue en fait dans la bouche, parce que ça c'était une mobilité qu'il n'avait pas, même au moment de pouvoir, j'allais dire, détacher, articuler plutôt, les sons c'était compliqué, enfin bref, donc en fait tout a été repris en compte, quoi. Mais là maintenant il vient, enfin on est dans les dernières séances, là, il en reste 2 je pense. Ouais, 2. C'est hyper donc on en aura eu 12, ouais. On en aura eu 12 sur 2 ans, et il lui en reste 2, il est à sa 10e et il joue une étude, il joue enfin tous les exercices. Il a retrouvé, alors c'est surtout ça, c'est que dans la dystonie, en fait, on perd une tessiture. On perd en fait une tessiture qui n'est pas forcément l'extrême grave, parce que là tout est ouvert, qui n'est pas forcément non plus l'aigu, où là justement c'est un peu fermé. Alors quand je dis l'aigu, c'est plutôt de médium aigu, mais alors dans le médium grave, ce qui est le plus important, c'est 70% de ce qu'on va jouer, et ben là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tonicité, quoi. Ouais, ok. Voilà. Oui, donc c'est quand même assez sérieux comme problème. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Alors le problème aussi, c'est par rapport à ce que tu me disais au début, c'est que dès qu'un instrumentiste cuivre a un problème, comme maintenant ça commence à être reconnu un peu, entre guillemets, par la médecine du travail, en tout cas par l'institution qui peut l'employer, que ce soit l'orchestre ou autre, tout de suite, on se dit qu'on a une dystonie de fonction. Comme ça, ça rentre un petit peu dans les cases, j'allais dire. Et moi, je sais que avant de recevoir la personne, donc maintenant c'est facile, on demande une vidéo, mais au départ, l'entretien des fois téléphonique suffit de dire mais tu n'as pas de dystonie. J'ai déjà, entre guillemets, alors sans faire le sorcier, mais déjà dit en fait à des gens, explique-moi, et en fait c'était pas du tout ça, c'est pas une dystonie. Il m'a expliqué que c'était douloureux dans la lèvre, etc. Une dystonie, c'est pas douloureux. Donc voilà, par exemple, il y a des choses en fait où les gens disent, ou alors on leur a dit que c'était une dystonie de fonction, ils vous appellent en disant voilà, j'ai une dystonie de fonction. Le truc un peu classique en fait. Exactement, maintenant c'est le mot un peu c'est l'étiquette en fait qu'on colle sur n'importe quel problème. Et puis donc voilà, on a décidé que c'était une dystonie de fonction. Mais non, c'est pas une dystonie de fonction, c'est une dystonie de fonction, c'est quelque chose de vraiment de très très particulier. Et du coup, ces consultations que vous faites, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des consultations, oui, en quelque sorte, de ceux qui ont des dystonies ou des fausses dystonies. Dans ce cas-là, c'est à côté de votre métier de prof. Ouais. Vous faites en plus. Ouais. Donc en fait, ça vous fait un emploi du temps. Ah bah des fois, c'est un peu chaud dans la semaine. Ouais, non, c'est impressionnant parce que vous avez quoi, 20 heures de cours Ouais, j'ai un petit peu moins au conservatoire, mais forcément, ça dépend si vous parlez du nombre d'heures officielles ou du nombre d'heures officieuses, parce que forcément… quand l'élève vient, on fait de la technique, on fait forcément, des trucs… quand on a des grands, on reste pas 16 heures au conservatoire, on en fait largement plus, donc je suis un peu plus de 20 heures, forcément, de présence au conservatoire, parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez présent. Et puis voilà, quand vous avez des élèves qui font des concours, etc., vous devez les accompagner dans tout. 1 heure de cours, 1h15, c'est jamais assez. Donc voilà, on les reprend plusieurs fois. Enfin bref. Donc effectivement, quand j'ai des semaines déjà bien remplies, puis après, voilà, j'essaie de faire ça. Mais j'essaie de me garder toujours au moins un jour pour faire ça. C'est-à-dire que même si j'ai pas ça, au moins je le prends pour moi. C'est ça, parce que du coup, comment vous pouvez équilibrer vie pro, vie perso, ma question préférée. Ouais. Parce que finalement, là, vous avez un peu deux métiers, d'une certaine manière. Ouais. Je ne sais pas si vous jouez dans un orchestre ou en ensemble. J'allais dire, il y a un troisième aussi, parce qu'il y a toujours aussi l'activité artistique que moi j'essaie toujours de garder au maximum, qui n'est pas toujours évidente, parce que voilà, quand vous ne faites pas partie d'un orchestre, j'allais dire, l'activité, elle ne vous est pas, entre guillemets, imposée ou proposée plutôt toutes les semaines. Il faut toujours essayer de… Donc ça, j'essaye vraiment de garder ce côté-là qui est vraiment très important, déjà pour moi, aussi pour mes élèves, aussi pour ce que je fais, voilà, parce que ça vous donne un petit peu plus de, j'allais dire, de crédibilité dans ce que vous faites, donc ça c'est vraiment important. Et puis effectivement le côté rééducation, vous savez qu'une séance, vous êtes parti au moins pour 1h30, hein, c'est largement 1h30, 2 heures, quoi. Voilà, parce que c'est pas un cours, c'est pas du tout la même chose. On traite beaucoup de choses à la fois.
la personne souvent elle vient de loin. Enfin, moi je sais que j'ai un tromboniste aussi qui vient des Hauts-de-France, donc quand il vient, voilà, c'est 700 km, donc souvent il le fait en train quand même, mais il n'habite pas à Lille, il habite plus loin, donc déjà il prend un train pour arriver à Lille, machin, enfin c'est du 5h du matin, je vais rentrer chez lui 21h, 22h. Donc on ne prend pas une demi-heure. Il faut que ça vaille On le est coup. là 1h30, 2h, voilà. Puis on essaye de voir aussi, de lui donner les clés parce qu'on ne se voit pas toutes les semaines. Donc l'enjeu, c'est de se voir à peu près toutes les 6-8 semaines. Donc ça fait beaucoup en fait. Donc il repart souvent avec pas mal de petits exercices à faire, de choses importantes. On fait beaucoup de vidéos aussi qu'on renvoie à la fin de séance pour qu'il puisse voir en fait comment il est arrivé, comment il va ressortir. Ce qu'on a travaillé aussi pendant la séance. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est passionnant et en même temps c'est hyper lié parce que forcément que quand j'ai des élèves qui arrivent en cours, je ne traite pas du tout de la même façon. Enfin voilà, quand on enseigne, c'est pas. Mais on est aussi dans une transmission et on fait hyper attention à ça. Et c'est vrai que là, je commence à avoir un peu entre guillemets la réputation de quand ça marche pas en fait au niveau du masque ou que le masque est trop ouvert, etc. Bon bah moi, j'hésite jamais en fait à faire reprendre le masque entre guillemets des fois à zéro, même si on repart jamais de zéro, mais de replacer en fait une embouchure sur un masque qui est trop ouvert, parce que de toute façon, ça fonctionne pas comme ça. Parce que physiologiquement parlant, déjà le corps il n'est pas fait comme ça. La résistance en fait musculaire, si naturellement elle n'est pas déjà minime, ça peut pas fonctionner quoi. J'ai vraiment écrit des trucs. J'ai mis médecine des arts plus prof égale combo gagnant. En fait, moi je sais que dans mon envie, ça a toujours été de transmettre en fait. Je pense que quand j'ai eu 15 ans, que mon père m'a amené au conservatoire, parce que dans mon école de musique, voilà, il y avait ses limites. Mais pourtant, je remercie mon école de musique de m'avoir au moins emmené jusque-là. Mais ça a été une espèce de révélation. Je suis tombé sur quelqu'un qui était dans la transmission qui était exceptionnelle. Donc en fait, j'avais déjà un peu cette idée de me dire tiens, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de ressembler un peu à cette personne parce que la façon de transmettre, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais au plus vous avancez, forcément, au plus votre chemin en fait, il va se déterminer. Et puis j'ai tout de suite été vraiment, attiré par ce côté de transmission, mais aussi de comprendre un petit peu les choses, d'aider en fait un peu les gens, parce que lui il m'a aidé quand je suis arrivé de l'école de musique, forcément j'avais plein de problèmes machin, mais lui il m'a beaucoup aidé dans son approche pédagogique, mais aussi j'allais dire physiologique de la chose quoi. Et c'est sûr que quand vous avez un élève qui arrive, parce que quand même cet instrument, ça reste un instrument qui est difficile, enfin je veux dire physiquement parlant c'est vraiment compliqué, et qui a pas mal de problèmes, si vous avez des connaissances là-dedans, effectivement, vous avez plusieurs cordes à votre arc et puis vous le voyez arriver, vous savez à peu près, maintenant avec l'expérience forcément un peu plus encore, mais vous savez à peu près quoi lui faire faire et où sont les problèmes. Vous le voyez tout de suite et vous l'entendez tout de suite. Et donc c'est clair que le combo, je le trouve assez gagnant effectivement pour l'enseignement. Ouais. Non, c'est bien, c'est bon à savoir. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être prof ? Qui vous a poussé à le devenir finalement? La transmission, c'est clair. Je transmettre ce que je connais, de pouvoir. Je me souviens, j'avais fait un stage avec Pierre Dutot que tout le monde connaît, que j'avais déjà vu, que j'avais vu pas mal de fois, quoi. Voilà, sans jamais avoir été réellement son élève, mais l'avoir vu plusieurs fois. Il y avait un truc qu'il disait qui m'avait marqué. Il m'avait dit, mais moi, si je peux vous faire gagner 5-6 ans de ma vie, dans mon expérience, si je peux vous la transmettre, franchement. Et j'avais un prof, pareil, Antoine Curé, qui était au CNSM. Qui m'avait dit, moi, si je peux vous faire gagner 10 ans de ma vie dans les recherches, c'est ça que je veux vous transmettre. Et ces deux personnes-là, en fait, forcément, il y a d'autres sûrement qui ont dit ça aussi, mais il y a d'abord cette expérience en fait, de vouloir transmettre parce qu'il y a des choses qu'on a trouvées, qu'on a cherchées. Et encore maintenant, je me dis, mais si à 18-19 ans, on m'avait expliqué ce que je connais aujourd'hui, mais j'aurais gagné des années, j'aurais peut-être fait d'ailleurs peut-être autre chose, ou je serais peut-être autre part, j'en sais rien, mais c'est clair que… Je pense que ce métier de prof, en fait, il permet vraiment de transmettre, mais de faire évoluer les gens. Et puis, moi, je pense que dans le rapport humain, je suis quelqu'un qui est très attaché à ça. J'ai besoin de voir des gens tous les jours. Alors, j'ai besoin de pouvoir avoir ce rapport avec les élèves. Je crois que cette relation, en fait, elle est hyper importante. Puis, alors, moi, j'ai des élèves qui m'apportent énormément. J'ai un élève qui est en 6e année de médecine, là,
Donc forcément, on a des discussions là-dessus, c'est hyper enrichissant. J'ai plein d'élèves qui sont dans plein comment dire, de champs différents, enfin bref, qui font aussi autre chose à côté, parce que ils font Il pas faut tous que de la s'adapter trompette, aussi hein, au... voilà, ouais, donc ouais. c'est toujours très riche en fait d'enseigner. Vous donnez, mais en fait on vous donne beaucoup. Et je pense que vous êtes un peu plus efficace parce que vous êtes aussi nourri de l'expérience en fait que vos élèves vous ont apporté, quoi. En fait, il n'y a pas que vous. C'est une relation, donc il n'y a jamais un contre quelqu'un d'autre. C'est vraiment un échange qui est permanent. Et je pense que l'élève en fait apporte autant que le prof peut apporter à l'élève. Enfin, ça c'est sûr. Pas mal. J'ai bien répondu. Là, on est pas mal, ouais. Non, impressionnant. Ok, trop bien. Ça, en tout cas, moi, je suis convaincue. Si un jour je passe par Lyon, Tant mieux. La classe est ouverte. c'est ça. B20. Ah non, mais c'est trop chouette. Ouais, ouais. Et vous avez du coup étudié aussi aux États-Unis. Ouais. Vous en parliez tout à l'heure quand vous étiez au CNSM, un petit échange là, sympathique. C'était Très, quoi? très C'était sympathique. 1 an ou... Alors ça a commencé par 6 mois avec l'université de Yale, Ok. qui se trouve entre une université très connue pour tout ce qui va être le droit, la géopolitique, la médecine, etc. Mais aussi connue pour la musique, hein, parce qu'il y a aussi le département musique. Alors justement, si je peux revenir d'abord là-dessus, c'est en essayant de faire court. Justement, quand je suis arrivé au CNSM, tout marchait plutôt très bien. J'étais rentré avec Nicolas, là, ça marchait plutôt très bien. On a passé tous les deux brillamment le concours, tout marchait bien. Et puis, au bout de 5, 6 mois, pas plus, même à peine, au CNSM, moi, ça a commencé à, justement, les mécanismes se sont déstructurés. J'ai voulu Donc forcer un à peu quoi, les choses. 18-20 ans ou... Non, 22, moi j'avais 22. Ok, 22, je suis rentré à 22 ans. Donc à 22 ans, tout ce qui marchait naturellement en fait chez moi, et justement je commençais à me poser des questions. Je voyais des gens qui jouaient très bien, etc. Donc j'ai commencé à forcer un peu pour essayer d'aller plus aigu, jouer plus longtemps, etc. Et donc ça s'est déstructuré et ça commençait à vraiment, ça marchait plus. Donc descente de force, j'allais dire force physique, vous êtes en fatigue chronique, ce qu'on appelle fatigue chronique, vous êtes tout le temps fatigué. Alors que c'est pas trop le moment, quoi. Bah ouais, Quand on est au baisse CNSM, d'endurance, voilà, vous pouvez pas durer très longtemps, donc vous forcez encore plus. Voilà, alors les conseils que j'avais reçus à l'époque, forcément, n'étaient pas forcément très bons, de me demander de travailler encore plus. Si 4 heures c'était pas assez, il fallait en faire 5, 6, 7, voire 8. Donc forcément, cette fatigue chronique, elle n'est pas gérée, enfin en tout cas, c'est pas gérable. Ouais. C'est pire, vous l'empirez, quoi. Donc bref, à la fin de cette première année où j'étais complètement perdu, j'ai fait un stage avec Eric Aubier et il y avait cet Américain qui s'appelait Steven Burns, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, de Chicago, qui avait gagné le premier concours Maurice André en 1983, si ma mémoire est bonne. C'est pour ça que son nom me dit quelque chose. Okay. Voilà. Et donc lui, donc je sais pas, le stage a duré peut-être 10 jours, une semaine, 10 jours, je me souviens plus très bien. Mais au bout de 2-3 jours, bon déjà sa façon de jouer, ça me parlait. La posture, justement, la façon de respirer, etc. Puis donc je suis arrivé un peu, on va dire, cassé. Et puis c'est vrai que sa pédagogie, au bout de 3-4 jours, j'avais l'impression d'avoir récupéré mon niveau, quoi. Enfin vraiment, c'est même pas une impression, donc c'était pas normal, ça veut dire qu'il y avait des espèces de blocages. Donc ça m'a attiré. Ça faisait combien de temps que ça marchait plus? Enfin que ça marchait moins bien? Bon, disons que je suis rentré en septembre, à partir de novembre ça marchait plus trop et on était en juillet, quoi. Donc ça faisait quand même. Donc en 3 jours, c'était impressionnant que ça. En 3-4 jours. Alors forcément c'est le ressenti que j'ai, donc peut-être que si on avait fait des vidéos à l'époque, peut-être que c'était juste dans mon esprit que ça faisait que 3 jours, mais franchement c'était flagrant, en tout cas même pour moi, je sentais, déjà j'avais plus mal, parce que moi j'avais mal constamment, je posais l'embouchure, ça me faisait mal. Je m'étais rien déchiré, heureusement, mais ça me faisait mal tout le temps, quoi. Donc ça m'a quand même vraiment interpellé. Donc, dans la 2e année, je me suis renseigné pour pouvoir faire justement cet échange que j'ai pu réaliser en 3e année. Et c'est clair qu'à l'époque, on avait 4 ans. Alors, c'était 3 ans si jamais on était genre rentré dans un orchestre et puis il fallait faire une espèce de réduction. Mais sinon, tout le monde prenait 4 ans. Alors, c'était 3 voire 4. Et moi, c'est sûr qu'en rentrant donc, de cet échange, en fait, au bout de 6 mois, je rentre en février, je dis à mon prof, non, mais moi je passe mon prix tout de suite. Ah quoi, c'est pas possible, tout ça. Je me souviens ce qu'il m'avait dit. Mais non, mais attends, je t'ai même pas entendu et tout. Je dis, mais il faut signer le papier quand même, faites-moi confiance. Et donc, j'ai passé mon prix, puisque c'était le diplôme de formation supérieure à l'époque, c'était encore ça. C'était avant que ça passe licence master. Okay. Et donc, ça s'est hyper bien passé. J'avais tout préparé là-bas aux États-Unis. Je suis retourné pour préparer ça avec mon ancien prof, etc. Bon, j'ai quand même préparé avec mon prof de Paris, mais disons que.
Cet échange-là, en fait, quand je suis arrivé à Yale, je suis tombé sur une personne qui s'appelait Alan Dean, qui était un élève vraiment de James Stamp, mais on n'a pas fait de Stamp, en fait, ce qui était dingue. Ok. Et lui, il m'a fait travailler, en fait, que des exercices de respiration. En fait, au départ, je suis arrivé avec plein de questions, j'avais un cahier avec plein de questions. Oui, voilà, j'ai mal ci, machin, je trouve. Hein. Oh là là, lui, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, il m'a fait mettre un espèce de rouleau là, en carton dans la bouche, là, en m'ouvrant vraiment la mâchoire. Et j'avais une feuille avec des exercices, quoi. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Au lieu de jouer, enfin en Au lieu de jouant jouer, plus. voilà. Ouais. Il m'a dit, non, tu fais ça, bah, tu peux continuer à jouer. Il m'a dit, mais tu fais ça tous les jours. Donc, voilà, j'avais une espèce d'ordonnance, là, 5 minutes, machin, 10 minutes de ça, machin. C'est pas des Sans plus, milligrammes, hein. c'est des minutes. Sans m'expliquer plus que ça. Et je me souviens, donc ça, je suis arrivé, c'était fin août. Et je me souviens de ce moment, en fait, en octobre, où c'était un samedi après-midi, je m'en souviens, je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Ça y est, c'est bon, j'ai compris, en fait. Donc, on a retravaillé des choses très lentement, machin. Enfin, tout était lent, posé, enfin, faisais attention à tout, le son, l'homogénéité, machin, enfin bref. Et j'ai eu une espèce de truc en me disant, bon, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Et je après, peux fin rentrer, d'année, quoi. vous passez Donc, le prix. fin d'année, je passais le prix, j'ai eu mon son très bien, alors que pour moi, c'était. Enfin, à l'époque, en deuxième année, si je m'étais dit, ben, je peux le faire en 4 ans, d'accord, mais je pourrais pas le faire en 5, voire 6, parce que là, vu comme c'est parti, bon, bref. Donc, j'ai fait ça en 3 ans, et puis j'ai voulu repartir, en fait, une année complète aux États-Unis, parce que je me suis dit, c'est quand même un petit peu juste. Donc là, pour que ça me coûte pas trop cher, surtout pas trop cher à mes parents, j'ai passé en fait les sélections pour la bourse Fulbright, qui est la bourse de la Commission franco-américaine. Donc on est à peu près, je pense que c'était 4000, 4500 en fait au départ, il y a 50 bourses seulement. Donc voilà, donc il y a plusieurs tours. Et puis on termine forcément sur le projet, l'entretien en français qui devient après en anglais. Donc heureusement, comme j'avais fait 6 mois, je parlais quand même pas trop mal à l'époque. Donc ça marchait quand même pas mal. Donc voilà, vous êtes avec des Français, des Américains forcément. Et puis après une attribution de bourse. Donc on devait être 2 musiciens, je pense. Le reste, c'est plutôt des gens qui avaient fait Sciences Po, etc., qui partaient pour travailler sur l'histoire, des relations internationales, etc. Ouais, pas la même chose. Donc pas la même chose. Donc là, je suis rentré en fait à la State University of New York, qui se trouve au nord de Manhattan, à White Plains, et j'ai travaillé avec un professeur qui s'appelait Graham Ashton, voilà, et avec qui vraiment ça a été aussi notre révélation, enfin un jeu beaucoup plus fin, mais voilà, où on mettait en application vraiment tout ce que j'avais pu voir avec Alan Dean, mais voilà, qui m'a vraiment conforté dans cette espèce d'aisance, en fait, de facilité de jeu, de liberté que moi, je n'avais pas ressenti en fait, en étant en France. Donc pour répondre à ta question de tout début, France ou les États-Unis, j'ai dit France quand même parce que, bon, c'est pour être chauvin, mais je pense que la vérité, pour moi en tout cas, elle s'est un peu trouvée entre les deux. C'est ça, c'est pas une généralité, mais en tout cas… Voilà, alors eux, ils étaient sur quelque chose justement qui est très libre, très soufflant, on y va dedans, mais alors forcément, si vous avez au départ la lèvre qui est un peu ouverte, un masque en tout cas qui n'est pas très tonique, bah forcément c'est un peu une catastrophe, quoi. Donc eux ils comptent sur le fait que la lèvre finisse par, ce qui est un peu vrai, hein, se met quand même en place parce que le masque voilà, suit ce que l'air va lui demander de faire, ce qui est vrai aussi. Mais au départ, si vous n'avez pas une résistance naturelle qui est quand même, j'allais dire, à minima, bah forcément, ça c'est plutôt ce que j'avais plutôt vu en fait un peu en France, où on parlait quand même pas mal de masques, de choses comme ça. Forcément, je pense que la vérité, elle se trouve un petit peu entre les deux. En tout cas, pour moi, je pense que le jeu que j'ai développé se trouve vraiment entre les deux, quoi. Voilà. Incroyable, ça fait beaucoup d'infos là. Ouais. À chaque fois que je fais un podcast, quand je le réécoute, j'apprends encore plus. Ah ouais. Parce que du coup, va falloir couper là, ben, zut. Arnaud, dernière question avant la petite mise en pratique. Je vais passer sur le grill. Attention. Mais j'essaierai de respecter la posture, le diaphragme et tout au maximum. Mais du coup, dernière petite question. Est-ce que, si vous regardez un peu votre vie aujourd'hui, enfin, peu importe l'échelle, si c'était avant, maintenant, pendant, tout le temps, est-ce que vous pouvez dire que la musique vous apporte du bonheur ? Oui. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr que je ne me serais pas vu dans autre chose, même si je pense que je suis intéressé par plein de trucs et qu'il y a plein de fois, je me dis, bon, c'est peut-être le moment de se reconvertir dans autre chose. Okay. Parce que des fois, forcément, il y a plein d'incertitudes en ce moment avec, voilà, bon, beaucoup de choses qui peuvent se passer dans
Alors, moi, pour ma partie, dans l'enseignement, les conservatoires, etc., l'enseignement, la direction que ça peut prendre, la baisse de moyens aussi qu'on peut avoir, etc. Mais moi, je vais travailler en fait tous les matins en scooter. Ok. Je prends pas la voiture ou le vélo maintenant, le vélo. Parce que je prends le vélo électrique, parce que C'est bien quand même. je suis un peu loin quand même. Et c'est marrant, j'ai toujours cette. Enfin, tous les matins quasiment, enfin, quand je vais travailler, j'y vais toujours. Enfin, c'est même pas quasiment, c'est tout le temps en fait. J'y vais toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, quoi. C'est vraiment un. Je subis pas ce que je fais. Et ça, je pense que c'est quelque chose en fait qui est vraiment important. Je vois dans mon entourage, il y a plein de gens en fait qui font autre chose et qui subissent en fait leur métier, qui se disent ah là, va falloir que j'aille travailler demain. Ah, c'est voilà. Alors moi, j'essaye toujours de me préserver un peu le lundi matin parce que le lundi matin, j'aime bien l'avoir pour moi. Mais il y a des fois où je travaille le lundi matin et jamais le dimanche soir comme c'était le cas avant quand j'étais étudiant ou même au lycée. Élève au lycée, je me disais, oh là là, demain c'est lundi, c'est l'horreur. Jamais je me dis, mais c'est l'horreur d'aller travailler demain, je vais devoir aller au conservatoire, ou oh là là. Parce que je pense que je suis vraiment heureux dans ce que je fais, je pense que j'ai vraiment trouvé un équilibre. Alors là, en plus, avec toute cette activité un petit peu de rééducateur et de conférences que je peux donner dans les conservatoires, justement, le côté que moi que j'aime du rapport humain et de l'échange, c'est quelque chose que forcément j'ai encore plus développé, auquel je me frotte encore plus. Et c'est vraiment ce qui me plaît en fait. Je me rends compte que voilà, on rencontre des gens, on rencontre plein d'élèves, on discute avec des gens, on a des échanges qui sont très enrichissants. Et effectivement, je pense que ça me rend vraiment heureux. Puis le cœur est pas mal, c'est quand même la musique. Le cœur du métier. Non, mais c'est quand même un super métier. C'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir transmettre quelque chose qui est à la fois universel, qui a traversé le temps, qui traverse encore, qui est à la fois dans la tradition, mais aussi dans le partage, l'échange, et puis la nouveauté, la création, la créativité, etc. Enfin, c'est toute une partie en fait de ce que la personne lambda ne fait peut-être pas tous les jours en fait dans son métier, dans son activité. Alors c'est vrai que ça rapporte quand même beaucoup de satisfaction, de bonheur, etc. Parce que je pense que le bonheur, c'est ça, en fait, c'est d'être bien dans ce qu'on fait et aussi d'avoir un retour aussi sur ce qu'on fait. Parce que forcément, quand vous êtes prof et puis que vous avez des résultats, complètement. C'est une certaine gratification quand même. Les élèves vous le rendent. Tout ce que vous avez donné comme énergie, eux, ils vous le rendent. Quand vous faites une conférence, quand on vient vous dire derrière, mais c'était super, c'était hyper intéressant. Quand vous invite à un podcast aussi ou... Ah voilà. Quand on m'invite à un podcast, exactement. Suite à une conférence. Exactement. Donc ça, si vous voulez, c'est vrai que je pense que c'est un tout en fait. Hein. C'est pas juste une chose, mais en tout cas, la musique, elle est au centre de ce bonheur, ça c'est sûr. Donc là, tu joues quoi alors? Tu joues déjà, il faut que je m'échauffe un tout petit peu. Ah bah oui, vas-y. J'en ai pas fait, hein. Arrête, t'en as pas fait. Voilà, mais échauffe-toi bien alors. C'est ça. Du coup. Sinon, moi, je vais chauffer aussi parce que j'ai pas beaucoup. Ah bah sinon, je fais comme vous. On fait question-réponse ensemble. Ah, c'est parti. Ok, alors là on a littéralement enchaîné avec 45 minutes d'échauffement avec Arnaud. Il m'a donné plein de conseils et nous a partagé un peu sa routine de travail. J'en ai fait une version abrégée qui sera dispo dès le 8 juin prochain dans une autre vidéo YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit rappel pour aller la voir dès qu'elle sortira. En attendant, c'est parti pour un extrait du concerto de Marcello. Bravo Camille. J'ai bégayé Très sur la bien. fin. Ouais, mais bon, attends, ça c'est pas bien grave quoi. Ok, bon écoute, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Déjà, ta pièce, tu la connais bien. Comme je te disais tout à l'heure, je trouve qu'au niveau du son, c'est vraiment très rond, c'est très sympa. On voit que
Justement, le matériel fait que ça enrobe pas mal. Ouais. Au niveau de la posture, peut-être une petite chose, tu es un petit peu, peut-être légèrement trop ouvert, tu vois, vers Ok. l'extérieur. Donc, vraiment te dire que il faut que tu sois la largeur de ton bassin. Donc, c'est vraiment minime ce que je te dis. C'est Ok. pas... Et la pointe des pieds, tu vois, si tu imaginais une ligne médiane pardon, qui passe entre tes jambes, que ça soit à peu près 30 degrés, tu vois. Donc, pas trop Ok. là Ouais. et pas trop droit non plus, tu vois. Ouais. D'accord? Comme ça? Voilà, que tu puisses vraiment sentir, tu vois, si on bouge, en fait, que tu puisses rester stable. D'accord? Ça Ok. va te donner un petit peu de stabilité Ok. par rapport à ça. La petite chose, si on est vraiment sur la posture, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc effectivement, je pense qu'au niveau de la ceinture scapulaire, il y aurait légèrement, en fait, ton omoplate Ok. peut-être à Ouais. pouvoir, tu vois, juste très simplement, tu vois, là, ici, avancer un petit peu plus. Ouais. Là, voilà, en laissant bien les épaules, tu vois, vers le bas, hein, tu vois, Ouais. pas, Ouais. vraiment juste, c'est un glissement ton omoplate. Et la dernière chose, c'est essaie de, comme si tu allais te mettre en fait à marcher, tu vois, donc Ok. tu te mettrais un petit peu vers l'avant, ce qui fait qu'en fait au niveau des genoux, tu vois, c'est pas la position de ski, mais Ah c'est juste oui, un c'est vrai. tout petit peu déverrouillé. Tu es un petit peu verrouillé vers l'arrière, donc Ouais. tu prends, ça bloque un peu, quoi, d'accord? Donc le fait de te mettre un petit peu plus vers l'avant, ça tu peux le faire avant au départ quand tu arrives. Ok. Donc tu arrives, moi j'aime bien, tu vois, sentir en fait un peu tu vois, j'allais dire les doigts de pied dans les chaussures, quoi, tu vois, voir un Ouais. peu où tu es, voilà, de Ok. venir faire dans ta note d'accord, en fait, c'est ça qu'il faut que tu viennes chercher, quoi. Ok. Alors tu commences pas à faire ça, machin truc, hein, tu vois, tu montes ton instrument, mais tu le montes vraiment, tu viens pas, mais tu le fais pas ça. Donc Ok. Ok. Ouais. dans ce que tu as fait, en tout Ouais. cas, je l'ai pas vu. Ok. Donc bien monter son instrument pour que ça soit vraiment tes omoplates plus qui Ouais. tiennent pour pouvoir faire marcher enfin fonctionner, j'allais dire mettre activer en tout cas tes muscles Ouais. de posture, d'accord? Et pareil, un petit peu vers l'avant, d'accord? Hein, comme si tu allais te mettre en fait à marcher. Quand tu marches pas en fait en étant Ouais, droite. bah ouais. On est bien Ouais. d'accord. C'est un truc qui est physiologique ça. Ouais. Mais souvent on voit les élèves partir en arrière, tu vois, avec un truc un peu dur. Ok? Aïe. Ouais. On se reconnaît tous. Tu vois, dans ta note d'accord, tu n'en donneras pas trop, mais tu vois, ça pour moi c'est un peu Coincé. Ouais. contraint. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de wam, faut que tu l'entendes. Voilà. Et essaye aussi, dans ce premier geste que tu vas donner, parce que c'est le premier contact que tu vas aussi avoir avec Ouais. le public, mais Ouais. aussi le jury, hein, Ouais. d'accord? Donc, elle est importante cette note. Même si elle peut être foirée, c'est pas grave, hein. On peut en donner une deuxième, c'est pas grave, mais d'ailleurs, dans un concours, t'en donnes qu'une. T'as pas le droit d'en donner deux, tu vois. Des Ah, et on fois, pour pas s'accorde. que. Eh bien oui, parce que faut pas que tu aies de différence avec d'autres, etc. Donc, des fois, dans l'accord, tu as le droit à une. Donc, bon. Ok. Mais ce qui est important, c'est ce geste, en fait, de le mettre en place dès le départ. Donc, tu souffles, Ouais. tu fais remonter ton diaphragme. Le fait de lâcher, prendre de l'air, laisser rentrer, en fait. Tu laisses rentrer de l'air, ton diaphragme va redescendre et tu lâches ton air naturellement dans ton instrument. Et là, on peut vraiment prendre une note d'accord. Parce que tu vas me dire, bah t'es trop haut, mais tu vois bien que je suis pas trop haut. Ou, Ouais. bah ouais, là je suis Plutôt trop bas. Bah voilà. Tu vois, donc Ouais. là, en fait, pour trouver ce bon équilibre, bah, ça part un petit peu de la racine, hein, tu vois. Ça Ok. part un petit peu de tout le reste. Donc Donc là, ça, c'est bien, ça me paraît bien. ok. Tu dois sentir que la plante des pieds, en fait, elle est plantée dans le sol, tu vois. Ouais. Voilà, sans être en position de ski, encore une fois, hein, c'est vraiment comme si tu allais te mettre à marcher. Voilà, Ouais. si tu veux voir, c'est vraiment, tu fais un pas. Tu vois que Ouais. ton Sans genou, il décoller est. le talon, quoi. La étape Voilà, juste tu avant. décolles pas le talon juste avant. Ok. Voilà, exactement. Et puis tu montes ensuite ton instrument. D'abord, hein, tu règles en fait ce qui est les membres inférieurs et puis ensuite membres supérieurs ici, hein, d'accord? Ouais. Voilà, tu montes ton instrument, très bien. Tu lâches ton air à fond, à fond, à fond. Voilà, ça va cramper un peu ton diaphragme qui va redescendre plus facilement. Voilà. Et pas besoin d'essayer d'inspirer, tu vois. Tu vois, ça peut donner une certaine Ok. dureté. Tu l'as pas fait, mais tu Non, vois, c'est ouais. vraiment. Je laisse rentrer. Ok. Ouais. Après, c'est juste la vitesse comme elle va sortir, tu vois. Voilà.
c'est ça. Si tu veux, le geste, il J'y est ai là-dedans. pas cru en fait. Mais après, comme tu n'y as pas de truc, tu dis, je vais quand même serrer un peu parce que comme l'habitude Je vais de essayer le de pas faire, du tout serrer. tu vois, Je vais essayer de pas du tout serrer. Essaye de pas serrer. Bon, bah salut. J'ai pas serré. Bah là, ça sent que t'as pas serré, quoi. Si tu veux, tu réécouteras, mais tu verras toi-même que c'est pas le même son, justement. D'accord. Tu sens en fait que juste. Et encore là, tu as commencé sur un dos, tu recommençais sur ton sol, relâché comme tu étais sur ton dos, tu verrais que le contrut, en fait, derrière, tu sens qu'il est vraiment pas loin. Et ça, juste en fait, tu vois, tu me demandais tout à l'heure au début du podcast, mais juste en réglant un petit peu les choses très simples, physiologiques, mais qui, chez toi, c'est rien, parce que déjà tout était déjà bien. Mais juste en faisant 2-3 petits réglages, tu sens en fait cette espèce de liberté que tu peux avoir dans ton instrument. Heureusement, parce que Bertrand, il serait pas content. Si j'arrive, je me tiens comme ça. On lui demandera. Donc tu vois, voilà, ça c'est des petites choses en fait. Tu vois, dans ta préparation, juste avant de démarrer, etc. Ça réinitialise en fait les choses. Ouais. Tu donnes ta note d'accord. Okay. Bam, c'est parti. Donc si je réessaye le début donc comme ça… je voudrais que tu fasses d'abord ta note d'accord. Pardon, j'anticipe. Non. Et derrière que tu me rejoues en fait ton début. Ok. D'accord. Avec le même geste. Donc tu vas faire le… Et ensuite tu démarres. Ok. D'accord. C'est presque même encore trop appliqué pour moi. Ça fait trop ça. Ça, je préfère. Okay. Maintenant, fais ton début qui commence exactement comme ça. Ça va même. Ok. Pourquoi tu commences et tu fais… Oui. Et ça, tu vois, ouais. Le si, do, ré, do, fa, i, t'es déjà sur ton fa. Ouais. Mais voilà. Et toi, ta petite erreur, c'est de commencer en faisant directement les notes, les unes derrière les autres, comme si tu les découvrais en fait, et te dire ah, il y a un fa aigu. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, là, c'est vrai. Là, tu sens que je lâche là, mon air pour aller sur mon fa dièse. Et limite, avant, j'irais un peu retenu. Si, do, ré, do, fa, i. Et là, je lâche. Ok. Change pas ton texte. Hein. S'il y a un demi-soupir, un machin, tu le fais. Il y a un demi-soupir. En fait, j'arrive pas. Mais toi, soit je fais tout, soit j'arrive pas à pas respirer. Ouais. Et alors, il y a un truc aussi, c'est que d'abord, dans ta tête, tu poses ton si. Okay. Ensuite, tu fais si, do, ré, do, fa. Pa, mi, ma, bo, même. Et ça, c'est un tout. Pi, pi, do, ré, do, pam, pi, ri, do, do, rem, pi. Ti, do, ré, do, la, i. Ouais. Pense déjà que tu es sur ton fa dièse. Fais maintenant ta première note, tu fais ton fa dièse et derrière, tu joues tout de suite ce que tu as joué. Tout de suite. Ok. Et là, moi, je pense que couper les deux, ça se travaille. Hein. Ouais. Voilà. Et le seul danger, c'est de faire un petit peu ce que tu fais, c'est-à-dire que tu lâches sur ton fa grave. Ouais. Donc le fa aigu, tu vas devoir faire quelque chose. Ouais. Alors que sur le fa gras, il faudrait que tu retiennes. Ok. Ok. D'accord. Ouais. Lâche ton air. Voilà. Ouais. La voix, elle est là, tu vois. Ouais. En anticipant ce qu'il y a après, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et pas de découvrir et faire des blocs. Et surtout, tu vas faire des blocs graves, médium, aigus. Tu vas faire ce que je suis en train de faire quand je parle, quoi. C'est-à-dire que tu vas lâcher dans le grave, tu vas venir serrer dans ton aigu. Et en fait, dans la trompette, moi, je me souviens, mon prof à Paris, il me disait au contraire, il me faisait faire ça, tu vois, lâcher le bras pour faire des contrutes, tu vois. Il me disait, mais c'est hyper simple, tu lâches. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je lâchais, je faisais rien du tout. Mais il avait raison, en fait. Okay. C'est-à-dire que c'est du poids, c'est du lâcher prise.
tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste la vitesse. Si au niveau de ta résistance naturelle, t'es bon, tu vois, après c'est juste de l'air. Tu couperas celle entre les deux. Non mais tu vois, c'est... Ouais. Ah, donc il y a un espèce de lâcher prise là-dedans. Par contre, c'est pas blé, blé, c'est pas ça. Ouais. C'est pas la même chose. Mais c'est clair que Souffle en quand tu arrière. vas aller dans le grave, au contraire, tu vas soutenir, tu vas venir chercher comme un chanteur en fait. Quand il est dans le grave, lui, il va être là, il va tu vois, il va plus contenir les choses, tu vois, il va essayer vraiment de maintenir en fait ce grave, de soutenir ce grave. Et au contraire, dans l'aigu, c'est là où en fait, s'il veut vraiment pouvoir monter dans l'aigu, que ce soit un chanteur ou une chanteuse d'ailleurs, il faut qu'il lâche tout ça en haut, tu vois. Et c'est exactement la même chose en fait dans ton instrument. Et au plus ton air en fait va prendre le pas sur la contraction musculaire, au plus tu vas être libre et au moins tu vas te fatiguer, quoi. Parce qu'un muscle qui fait ça, même un tout petit peu, c'est déjà une contraction dans laquelle il fatigue. Alors il n'y a pas de je relâche tout est mou, c'est pas ça que j'ai dit, hein, d'accord? J'ai bien dit que ta note de référence c'est un sol aigu, c'est pas rien, quoi. Ton masque il est formé. Il y a une formation de masque à avoir avec une certaine tonicité. Et cette tonicité-là, il faut que tu la gardes tout le temps, même quand tu vas dans le grave. Il n'y a pas d'ouverture. Hein, d'accord? J'essaie. Alors forcément, la lèvre elle va s'ouvrir un peu, ça, c'est sûr, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas ça. Ok. Ok? Et là, au plus c'est ça, bah après, forcément, avec l'habitude, C'est entendu. ça se passe pas mal. Trop bien. Voilà. Non, bah, on est déjà pas mal là. Hein. Bon, déjà pas mal. Merci beaucoup Arnaud. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Cet Ce fut un échange très plaisir. intéressant. Bah, oui. Plus Merci la à mise toi. en pratique. Donc, Bah comment oui, dire oui, plus oui. Non, trop bien. Et puis merci à JS Music aussi, qui est un magasin Ouais. à Lyon, Bah oui, qui nous accueille. qui Parce nous que accueille tout- aujourd'hui. Et puis, bon, c'est pour ça qu'on a fait ça aussi ici, parce que c'est vrai que la plupart de mes rééducations, enfin pour ne pas dire la totalité, mais je l'ai fait ici en fait. D'accord, ok. Voilà. Il m'offre la possibilité de pouvoir avoir, entre guillemets, une salle dans laquelle